Alors cette semaine, on va s'intéresser à l'affaire de Korach, affaire qui a fait couler énormément d'encre. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un texte très bizarre de Freud que dans Moïse et le monothéisme, cette affaire de Korach, à ses yeux, elle cache un échec absolu et la mort de Moshe Rabbeinu. Alors c'est un texte qui, pour quelqu'un comme Freud, c'est un texte qui en termes à la fois historiques, scientifiques, techniques, textuels, ne tient pas tellement le coup. Mais ce que je retiens, c'est cette impression qu'il se joue quelque chose de très grave, puisque c'est la première fois que Moshe Rabbeinu demande qu'une sanction s'abatte sur quelqu'un. C'est tellement contraire à l'attitude de Moshe dans les moments les plus terribles, à la fois quand il est attaqué, à la fois quand les Israël veulent retourner en Israël, à la fois quand il y a la faute du veau d'or, à la fois quand il casse l'étape de la loi, quand les Israël refusent d'entrer en Eretz Israël, quand on voit des moments où ils sont menacés même. Louis Kelouni, ils vont me lapider. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de risque sur la vie de Moshe Rabbeinu. Alors, nos textes disent aussi que c'est un moment particulièrement grave. On va essayer d'explorer un peu, pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que ça a à nous dire à nous. Alors, on va prendre un indice dans le texte. Regardez, j'ai mis juste le premier passouk, là je l'ai mis au Tiot Sefer Torah. Vaikar Korach ben Issar ben Keal ben Levi Vedatan ve'Aviram ben Eliav ve'on ben Pelet ben Reuven. Alors c'est marqué Vaikar, donc c'est un singulier. Et puis après il y a une suite de sujets. Alors est-ce qu'il a pris Vaikar Korach ben Issar ben Keal ben Levi Vedatan ve'Aviram ve'on. Il les a pris, alors il les a pas pris eux, ils sont sujets aussi. Pourquoi c'est dit au singulier? Il y a là déjà une amira, une information que, en vérité, dans cette affaire, chacun est seul. Les Chachamim nous disent, à propos on s'approche de cette Tammuz, nous disent à propos du premier siège de Jérusalem, avant le premier siège de Jérusalem, il y a eu une première fois où les armées se sont coalisées autour de Jérusalem, à l'époque de Sancheriv. Et les gens dans la ville disaient il faut se rendre. Et Yeshayahu dit à Cheskiahu, on ne se rend pas. Hachem dit qu'on ne se rend pas. Lui dit, mais attends, il y a un principe. C'est le principe de la majorité. La majorité de la ville se rend. Il faut suivre la majorité. Et alors Yeshayahu lui répond, Kesher Rechaim. Ce n'est pas une majorité. C'est une majorité de méchants. C'est une majorité de délinquants. Dans une majorité de délinquants, tu n'as pas de majorité parce qu'il n'y a pas 1 plus 1. Chacun poursuit son propre intérêt. Et au moment d'ailleurs où son intérêt s'opposera à celui de l'autre, il se détachera et il luttera même contre lui. Donc c'est un Kesher Rechaim. Un Kesher Rechaim fait qu'on peut apparaître nombreux, mais en fait on est atomisé, on est chacun pour soi. Kesher Rechaim et Nomina Minyan. C'est les fausses majorités, les regroupements qui sont des regroupements qui sont uniquement démagogiques. Et les Chazal vont nous dire que Korach a mis en œuvre des arguments très démagogiques pour avoir tout le monde. C'est des arguments qui flattent les intérêts de chacun. Et donc ce n'est pas des convictions partagées. Alors que le discours est un discours très élevé. Kol ha'eda kulam kedoshim, u'btocham Hashem,
Madoua titnaseu al kal Hashem. Toute la Haïda est sainte. Le peuple d'Israël est un peuple saint. Uftocham Hashem, Hashem habite avec eux. Madoua titnaseu al kal Hashem. Mais pourquoi vous, Moshe Aaron, vous vous élevez au sens où vous vous placez au-dessus? Comment vous pouvez vous placer au-dessus d'Adat Hashem? On a vraiment le sentiment que on a vraiment le sentiment que Korach, c'est un homme, on va dire, du peuple, de l'amour, même de l'amour mystique du peuple juif. Kol haïda kulam kedoshim, Tocham Hashem. Et alors, il y a dans le discours de Korach, d'une manière générale, des choses très très élevées. Et sur lui, la Torah va finir à la fin de la paracha. C'est une marloquette d'ailleurs, si ça compte comme une mitzvah, comme un lot assez ou pas. Velotier que Korach bechol. Il y a des poskim qui disent que quand on se dispute, on accomplit l'interdiction, on fait comme Korach. Il y a des gens qui disent qu'il y a un lot assez d'oreilles à partager une dispute. Velotier que Korach. Donc Korach, ça devient un personnage complètement diabolisé, alors que dans son discours, il a l'air d'être quelqu'un de très bien. Mais il y a des midrashim, donc il y a des midrashim comme ça, qui nous montrent que c'est un démagogue, il flatte les gens, il leur fait peur, il fait des simulations fiscales dans lesquelles il montre que si on respecte toutes les lois, alors la pauvre famille qui a un petit lopin, avec ce qu'elle doit donner au Cohen et au Lévi, elle va tomber dans la mendicité. Et voilà comment les lois en fait de la Torah sont des lois contre le peuple juif. Mais il y a tout un train de midrashim qui disent que Korach, c'est quelqu'un, c'est un démagogue, c'est quelqu'un avec des midot raot. Et puis il y a... Excuse-moi, mais quand il dit que c'est les lois de la Torah, ou bien il dit que c'est Moshe qui a interprété comme ça? Oui. Parce que ça n'a pas la même... Exactement. En vérité, il veut dire que c'est Moshe qui dit ça. Moshe qui dit. Puisqu'on voit à un moment donné... Non. Et au contraire, il se présente comme un garant de la vraie Torah. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand il est pris et qu'il demande qu'au moment où ils vont faire le test d'offrir à la Ketoret les 250 de Korach et Aaron, que se dévoile véritablement le choix pour Aaron, et Moshe Aaron, qui l'omilibi, parce que ça ne vient pas de mon cœur. Donc la nomination d'Aaron ne vient pas de mon cœur, mais d'une manière générale, les Chazal nous disent les lois de la Torah, c'est pas moi. Et donc ça fait partie des midrashim qui montrent Korach comme un espèce de contestataire en fait sur la transmission par Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres midrashim qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'il y a Mar Ra'a Korach. Qu'est-ce que Korach a vu pour rentrer dans cette affaire-là? Et les midrashim disent il a vu Itato Aino. Il est là ici. Itato Aino. Mishrou Kohem Aoudartiv Peles Mishpat Lachem Chansinu Moshe Ushmuel Shavin Kechad Shenema Moshe ve'Aaron Bechanav Ushmuel Bekoreh Shemo. Il a vu que Shmuel va descendre de sa descendance. C'est ça. C'est ce que le texte dit. Itato Eno, c'est-à-dire cette perception que de lui vient quelqu'un qui est comme Shmuel, qui savait que Moshe et Aaron beyachad. Il est coefficient double, vous voyez. C'est alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir cette perception?
Bereshit Ato Eno. Il a, c'est pas de la généalogie, il a conscience qu'il y a en lui un potentiel absolument exceptionnel. Je vais aller plus loin. Korach réunit tout son peuple. Et après, il réunit toute l'assemblée quand il y a l'affaire du test, en fait, avec la Kétoret. Et donc, en gros, il se présente comme avant une élection. Tout le peuple est réuni et on va choisir entre Aaron et Korach. Qu'est-ce qui lui fait penser qu'Hachem va le choisir lui? D'une part, que le Midrash dit l'avenir, le potentiel qu'il a, et d'autre part, le passé. Qui est Korach? Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Il a le même grand-père que Yitzhar. Lui, il est le fils de Yitzhar, Aaron est le fils d'Amram, et Yitzhar et Amram sont les enfants de Kehat. Or, Kehat, ça fait partie de l'élite des Bnei Lévi. C'est eux qui sont chargés de ce qui est particulièrement Kodesh au Mishkan. Fait partie de l'élite. Mais surtout, pourquoi les Bnei Lévi ont été choisis? Quand est-ce que les Bnei Lévi ont été choisis pour être le peuple qui sert Hachem? Après le Chet HaEgel. Avant le Chet HaEgel, c'était les Bechorot, les aînés. Puisque les aînés représentaient l'élection d'Hachem. En frappant les Bechorot d'Israël, il a sauvé les Bechorot d'Israël, et il y a tout un système de remplacement ensuite des Bechorot par les Lévites. Et donc, pourquoi les Lévites ont remplacé les Bechorot? Parce que les Lévites ont lutté contre le Chet HaEgel, alors que les Bechorot ont accompli le Chet HaEgel. Donc, Korach fait partie de cette élite du peuple juif, la tribu de Lévi, qui a combattu le Chet HaEgel. Et l'autre candidat, c'est Aaron, qui lui a collaboré à la foule de Hegel. Donc, pour Korach, le choix d'Aaron est un choix qui n'est pas correct. Le plus parfait, c'est lui. Le plus propre à remplacer les Bechorot et à accomplir la mission du Lévite et la mission du Kohen, c'est lui, pas celui qui a favorisé la faute du Vaudor. Et au niveau du peuple, il faut penser que cette perception, elle était là. Même Aaron la partage. Quand Akadosh Baruch Hu va demander à Aaron, Kerav el HaMizbeach, va, approche et fais ton travail, Aaron dit le Midrash, dit à Moshe, il doit y avoir erreur, c'est pas moi. Il dit même que quand Aaron s'approche du Mizbeach, il voit les quatre coins du Mizbeach, en ivrite, on dit Karnot à Mizbeach, il a l'impression de voir les cornes du taureau. Il a l'impression, il est face à sa faute. Et alors il se dit, mais trouve quelqu'un d'autre, vas-y toi Moshe, c'est pas possible que ce soit moi. Et alors, c'est une bonne question quand même, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas choisi Korach et il a choisi Aaron? On voit bien qu'Akadosh Baruch Hu est en colère contre Aaron, il y a une colère, Moshe est en colère. Aaron lui-même, il est tout le temps travaillé par ce qu'il a fait un peu du Vaudor. Mais en fait, quelle est la raison pour laquelle Aaron a construit le Mizbeach? Vayiven Mizavoir. C'est marqué Vayiven Mizbeach. Il a construit un hôtel à UTL. Les Chachamim disent Vayiven Mizavoir. Il a Vayiven, on peut dire il a construit, mais on peut dire aussi il a compris. Il a compris de celui qui a été égorgé. Qu'est-ce qui a été égorgé? Puisqu'on voit qu'avant
à Matan Torah, quand Moshe monte sur l'Arsinaï, il nomme Aaron et Hur comme les représentants. Et après le Chet HaEgel, il n'y a plus de Hur. Il y a Aaron, mais il n'y a plus de Hur. Dit le Midrash, il a été tué quand il a vu que les Bnei Israël, leur folie, leur fanatisme idolâtre, les poussait à tuer tout celui qui se trouve. Il a eu ce cas de conscience. Aaron, c'est un tzaddik, il est prêt à mourir à Kiddush Hashem. Il a plus de 82 ans, mais il se dit que si il s'oppose et que les Bnei Israël ajoutent au meurtre de Hur l'assassinat d'Aaron, il n'y aura pas de capara pour Israël. Ça devient... Agro, il peut pardonner une faute qu'on fait envers lui. La faute qui est faite envers Hur, elle est déjà lourde. La faute qui est faite envers Aaron, il sait qu'elle est irréparable. Donc il veut à tout prix éviter l'irréparable. Et donc il joue la montre. Il construit un misbéa et il dit Chag Hashem, Machar, demain, de façon à ce que Moshe Rabbeinu arrive et qu'il n'y ait pas le Chet HaEgel. Et puis, il est dépassé. Aaron, à ce moment-là, il dit, je sais que du point de vue d'Hachem, ce que je fais, c'est pas bien. Je le fais pour sauver l'âme d'Israël. Et moi, personnellement, je perds mon Olam Hazé, je perds mon Olam Haba. C'est la pensée d'Aaron. Et c'est justement celui-là qui a raconté. Et donc, je veux dire, c'est une idée très dangereuse, on peut en faire vraiment n'importe quoi. Mais il y a chez Aaron un amour du peuple juif total dans lequel sa personne à lui ne compte véritablement pas ni le lien avec Moshe, ni le lien avec Hachem, ni le lien avec l'Olam Haba. Ce qui est important, c'est d'empêcher dans ce monde de folie, de perte totale de repères, que la faute s'alourdisse et s'alourdisse et s'alourdisse. Beaucoup de gens demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire que la faute, elle serait irréparable? Eh bien, quand Moshe redescend et casse les tables de la loi et brise le veau d'or, on voit que les Bnei Israël suivent Moshe. On aurait pu imaginer un scénario complet, complètement contraire, où les Bnei Israël renoncent totalement à tuent Aaron, renoncent à leur mission, tuent Moshe, retournent en Mitzrayim. Il y a des moments où l'histoire s'accélère, et si on la laisse, et si elle nous échappe, alors les conséquences sont incalculables. Et on va voir d'ailleurs que dans le texte de la Torah, l'idée de revenir en Mitzrayim, elle est permanente. Et de nouveau, quand est-ce que les Israël vont de nouveau tenter de retourner en Mitzrayim? À la mort de Aaron. À la mort de Aaron, peut-être c'est à la fin de la Mezma, en Rougat, ouais, la semaine prochaine. C'est marqué qu'à la mort de Aaron, on a des points de repère et on voit qu'il y a une histoire de... On dit qu'un jour que Aaron il est mort à Oraha, et un autre jour on dit qu'il est mort à Moussera, et parmi nous disent il est mort à Oraha. Quand il est mort, les Ananékavot sont tombés. Quand les Ananékavot sont tombés, les Bnei Israël se sont... et le Knaani a attaqué. Donc les Bnei Israël se sentaient complètement vulnérables. Ils voulaient retourner en Mitzrayim. Et donc, vous voyez, Aaron, c'est sa présence qui fait qu'on ne retourne pas en Mitzrayim. C'est-à-dire, Mitzrayim, c'est l'intentation dans la maison des esclaves d'avoir une place. Le désert, c'est le sentiment qu'on n'a pas de place, qu'on n'existe pas pleinement. Et Aaron, c'est celui qui, à l'intérieur du désert, communique à l'idée que chacun a sa place.
Tuer Aaron, ça aurait été mourir. Quand Aaron meurt, c'est déjà terrible, mais quand on a tué Aaron, on a tué le ciment en fait, qui fait la cohésion du Israël. Donc Aaron se sacrifie. Et ça échappe complètement à Korach, qui est un homme de la norme. Je vais revenir là-dessus. Les Midrashim disent, on voit clairement dans le texte de la Torah que Moshe dit au peuple d'Israël de ne pas prendre, de ne pas s'approcher de la bande de Korach et de rien prendre de ce qui leur appartient. Il y a Kol Hayekum, tout ce qu'ils ont. Et l'avoir chez Korach, c'est quelque chose d'énorme. Les Chachamim nous disent, aujourd'hui on dit riche comme Bill Gates, à l'époque on dit riche comme Rothschild ou comme Rockefeller. À l'époque on disait Achir que Korach. Le Midrash donne une image très puissante pour dire la richesse de Korach. Il avait une caravane d'ânes qui portait les clés de ses coffres. Une façon de parler de l'infini, quoi. Une richesse fabuleuse. Un homme probablement de décision. Je ne sais pas d'où vient sa richesse. En tout cas, cette richesse faisait qu'il était un homme, on va dire un otage, un homme de la respectabilité, un homme de l'institution. Et Aaron, c'est un outsider. C'est quelqu'un qui est très humble avec les Israël. C'est quelqu'un qui se met du côté des Israël dans la transgression. C'est un outsider. Et Korach est l'homme de l'institution. Et on voit bien ça avec le premier passouk. Regardez. Vaïkar, Korach ben Issar ben Gad ben Lévi. C'est Datan et Aviram ben Eliyav. Alors les Datan et Aviram, on va les voir tout le temps. C'est les deux révoltés contre Moshe. Zéon ben Pelet ben Erouven. Ils sont tous ben Erouven. Et ce homme ben Pelet, on ne le voit plus par la suite. Il disparaît. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Roux, il y a tout un jeu dans la Torah de personnages qui apparaissent et qui disparaissent et que les Midrashim suivent. Midrash dit la chose suivante. Korach a disparu. On ben Pelet, il a été niflat, il a été épargné. Qu'est-ce qui fait la différence entre Korach et On ben Pelet, qui étaient tous embarqués dans la contestation d'Aaron et derrière ça la contestation de leur femme. Isha Chachama Banta Beta Ve'ivelet Beyadea Takseni. Une femme sage construit sa maison et une femme sotte la détruit. La femme sotte, c'est la femme de Korach qui a déclenché chez Korach la jalousie, qu'il n'avait peut-être pas au départ. Encore une fois, on voit que Korach a un énorme potentiel. Donc il n'était pas d'emblée dans la jalousie et la comparaison. C'est son épouse qui se moque de lui. Quand est-ce qu'elle se moque de lui? Quand il revient entièrement rasé, comme tous les Lévites. Et elle lui dit, t'as une drôle de tête quand même. Et alors lui, il lui dit, mais tout le monde, tous les Lévites, on fait ça, même Moshe, ça veut dire, ouais, pour se payer la tête de tout le monde, on est prêt à faire beaucoup de choses. Elle le pique, elle le dit, et puis toi, tu fais tout ce qu'il dit Moshe, et tu restes un Lévi de second rôle. Regarde Aaron, il a les habits du Cohen, lui il n'a pas l'air d'un pauvre type comme toi, et elle lui a mis la jalousie dans le cœur. Et elle a construit sa propre père, puisque Korach était un homme important, il faisait partie des Bnékéat, il avait beaucoup d'avoir, il avait beaucoup de gens avec lui. Ils avaient tout pour être heureux. Il le compare à Aman, qui avait tout. Rov Banav, Rov Oshro,
plein d'enfants, plein de richesses. Vecholze eneno shoveli. Et tout ça ne compte pas puisqu'il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas devant moi. Et Rami dit là aussi, c'est Zeresh qui a poussé, qui a mis de l'huile sur le feu pour entretenir la jalousie. Rami me dit donc alors c'est un midrash quand même étonnant parce que dans la Torah, on pourrait dire qu'on a un texte où on parle que des hommes et le midrash il parle que des femmes. Tout se déroule dans l'intériorité. Les personnages de la Torah nous présentent en fait l'extériorité. Mais les coulisses se jouent dans la maison. Une femme face à son mari, un mari par rapport à sa femme, c'est-à-dire le travail qu'il fait quand on est à deux, d'élaboration, de prise en compte de ce qui se dit à l'extérieur et de ce qui doit rentrer vraiment dans la maison, c'est l'essentiel. Et là, on a donc l'image d'un corps avec une femme dévorée de jalousie et On Ben Pellet qui est coincé parce qu'il dit mais moi, elle lui dit mais toi, en plus toi t'es un Ben Reuven, donc que ce soit Korach qui soit Kohen Gadol ou que ce soit Aaron, tu gagnes rien, tu risques tout et tu gagnes rien. Il dit ouais mais j'ai promis aux copains. Mais justement, je te vais poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les 250 qui l'accompagnent dans cette histoire? Alors, parce qu'on comprend bien la motivation de Korach qui veut remplacer de trucs qui est jaloux. Mais les 250, c'est quoi il leur fait croire que quoi? Qu'ils vont devenir, que Moshe Rabbeinu, en fait, derrière ça, il y a l'idée que l'élite de Moshe est une élite qui s'est autoproclamée, et nous, on va être les vrais Netzikim du peuple. On va être la vraie voix. La vraie voix, on va être le, on va occuper en fait le centre de commandement. Ouais, et de la légitimité. Il y a une remise en cause des lévites comme non, lui, tu vois, parce que les lévites, ce sont... Est-ce que les aînés vont reprendre la place des lévites? Non, ça va être la clique de Korach qui va être l'instance dirigeante. En vérité, ils se vont avoir tous. Ils se vont avoir tous, c'est Korach. Mais il leur vend l'idée que nous, on est à Datachem. Non, mais qu'il y a une nouvelle organisation au niveau du peuple. Il leur fait croire que oui. Il n'a pas de programmation, mais il leur fait croire que oui. Il leur fait croire que maintenant, on va dire, je dirais en moderne, maintenant on va voter, on va gérer par référendum. Donc on va, tout le peuple, enfin il faut des gens qui encadrent tout le monde. Enfin on va écouter la voix du peuple, vous voyez, un langage comme ça. Il y a quelque chose d'intéressant parce que donc On Ben Pellet est coincé, il a donné sa parole. Et il n'ose pas lâcher ceux qui sont avec lui. Alors sa femme le comprend et elle l'enivre. Donc, il paraît vraiment à nous, c'est-à-dire, si elle n'avait pas fait ça, il serait allé. Elle agit à la limite de force. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se présente hors de la tente, dévêtue, mal vêtue, on va dire, et la tête découverte. Et les Mékoras qui viennent recruter du monde pour le test entre Aaron et lui, ils vont chercher On Ben Pellet, ils voient cette femme mal habillée et ils crient « Scandale, oi vavoy, horreur, caché ce sein que je ne saurais voir !» Et là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ces gens-là se sentent être des tzadikim. Et donc, ils n'ont rien à faire avec quelqu'un dont la femme est dévêtue, mal habillée, pas correcte. Et donc, il y a une prétention de tzidkout chez la Hadat Korach qui est intéressante et dont le Midrash fait le procès. Une tzidkout qui va entraîner
la seule faute sur laquelle Moshe Rabbeinu dit là, il faut que tu montres qui a raison, qui a tort. Kilomilidi. Il y a ici un procès, on va dire, de la représentation de tzaddik qui cache mal de la jalousie, de l'orgueil, du scepticisme et de la démagogie, et avec un devant de tzidkout. Et les Chazal, quand ils nous parlent de ça, ou quand ils nous disent quelle est la différence entre Bilam et Aaron, maintenant la différence entre Bilam et Aaron, la de Dieu, ils veulent nous dire qu'il y a des gens qui peuvent s'habiller comme Aaron et des Bilam. Et comment elle dit à propos de Elenia Malka que Yanaï Ameler, quand il allait mourir, sa femme, Elenia Malka, elle dit est-ce que tu as un conseil à me donner? Alors Yanaï Ameler, il avait basculé du côté des Tzdukim, Sadducéens. Il avait fait il avait persécuté les prochimes, donc la tradition juive, la tradition rabbinique, et parmi eux les Chachamim. Et alors elle lui demande est-ce que tu as un conseil à me donner avant ta mort? Il lui dit Al tira minatzuki, tu n'as pas besoin d'avoir peur des prochains. Mais Al tira minaprochim. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur des prochains. Eux vont te respecter. Les seuls dont tu dois craindre, et là, tira minatzbu'i. Tu dois te méfier des hypocrites. Et la Gemara a une phrase magnifique. Chez aussi Maaseh Zimri, qui agissent comme Zimri, qui est allé avec les plus noirs. Verotim Sacha que Pinchas. Maaseh Zimri, Verotim Sacha que Pinchas. C'est le procès de l'hypocrisie. Et qui est très tentant parce que en vérité, voilà, on a dans la vie des façons de donner l'impression qu'il est un sadique et qui cachent des midot raot. Et alors c'est ces midot raot là qui sont révélés dans l'histoire de Korah. Il y a un autre point que je voudrais rappeler. Là, on s'étonne. À la fin là, j'ai mis la Mishnah de Avot. Ouais. Kol machloket shehi l'Shem Shamayim sofa leitkayem, v'sheina l'Shem Shamayim en sofa leitkayem. Toutes les machloket de Shem Shamayim, elles se perpétuent. Les machloket qui sont intéressés, sheina l'Shem Shamayim en sofa leitkayem. Et zo machloket de Shem Shamayim, c'est quoi l'opposition qui était le Shem Shamayim? C'est celle de Hillel de Shamayim. V'sheina l'Shem Shamayim, c'est machloket Korah. Qu'est-ce que vient faire Korah dans cette affaire? Alors j'avais entendu à l'époque du Rav Aaron Frankel qui disait, qui a été le successeur de Manitou à l'école d'Orsay et qui a vécu ensuite à Strasbourg. J'ai eu la chance de le rencontrer à Strasbourg. Il disait la chose suivante, il disait que pourquoi on nous met en même temps Bet Hillel, Bet Shammai et Korach et Adaton, parce que la marloquette entre Korach et Moshe, sa racine était la même que la marloquette entre Hillel et Shammai. Ils avaient... Et alors, ils cherchaient ils disaient qu'il y a un profil dans la marloquette d'Hillel et Shammai. En général, on dit Bet Hillel, il est Mekel et Bet Shammai, il est Marloquette. Dans les douillottes, il y a tout un pérec des coulées Bet Shammai et Chumrei Bet Hillel. Et donc, c'est pas suffisant pour expliquer Hillel et Shammai. Et Rav Frankel disait les marloquettes Hillel et Shammai, une des clés, c'est que Bet Shammai considère
les choses du point de vue du potentiel. Et Beth Hillel considère les choses du point de vue de l'existentiel. L'existentiel, de ce qui existe. Et Beth Shammai se met du point de vue du potentiel. Vous le voyez avec les Nerot Hanouka. Beth Shammai, au début, il y a 8, parce qu'il y a 8 jours. Il y a 8 jours de potentiel de miracle et le potentiel se convertit en effectif de jour en jour et diminue. Et Beth Hillel suit ce qui apparaît au regard, ce qui est existentiel. Il y a une marloquette, il y a plein de marloquettes comme ça qu'on peut lire comme ça. Regardez la dernière. Achoshev, Nishnoach Yad et le Pikadon. Il y a une notion chez les Shomrim de j'ai confié quelque chose à un Shomer. C'est marqué dans le Torah. Si l'objet il a disparu, il est arrivé quelque chose, le Shomer Chinam, par exemple, comme il est un gardien bénévole, il n'est pas tout. Il doit jurer et il n'est pas tout. Imlo Shalach, s'il a été volé, Imlo Shalach Yado Bimlechet Reu. S'il n'a pas porté sa main sur l'objet. C'est-à-dire que si. On ne parle pas qu'il a volé, qu'il a caché l'objet pour lui. Mais si simplement il a utilisé l'objet qu'on lui a confié, alors il perd le statut de la protection de Shomer et il devient responsable de tout ce qui se passe. Alors là-dessus, il y a une marloquette, Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai disent Achoshev l'histoire Yad Kadosh. Beth Shammai Omrim Chashav. Pas seulement celui qui a porté la main sur l'objet, il devient entièrement responsable, mais le seul fait d'avoir projeté de porter la main sur l'objet fait que cet objet qui est chez toi t'en devient pleinement responsable. Le projet compte déjà comme quelque chose de réalisé. Et Beth Hillel dit Eno Chayav Atouchar Moyal. Il n'est Chayav que quand existentiellement il a porté la main. Et donc Beth Shammai sont des choses qui sont du point de vue de l'absolu, du point de vue du potentiel, du point de vue du théorique. Et la racine de l'affaire de Korah, c'est un homme de l'absolu. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas comprendre quelqu'un comme Aaron. Le calcul que Aaron a fait avec le Chet HaEgel, il ne peut pas le comprendre. Lui, il est de l'absolu. Mais, alors ça aurait pu être une marloquette, Korach Aaron ou Korach Moshe, une marloquette qui soit comme la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai, et qui soit Mitka Yemet, où personne ne disparaît, où les choses se disent et se discutent. Mais comme elle était entachée de névia, comme elle était entachée de jalousie, d'envie et de convoitise, elle a été corrompue, mais dans sa racine, elle a quelque chose de puissant. Je vais dire aussi que, on dit que ce qu'il a trompé, c'est qu'il a vu Shmuel, qui est comme Moshe et Aaron. Et en fait, dans la Torah, on ne veut pas qu'un seul personnage soit les deux. C'est la faute des Hashmonaïm. Ils ont cumulé la malchoute et la Keuna. On ne veut pas, c'est un danger totalitaire. Chez Shmuel, qui était chavé que Moshe et Aaron, ça n'a pas eu cette forme totalitaire. On a même l'anti-monarchisme de première facture. Si vous prenez le texte de Shmuel quand il s'oppose au ministre Israël qui va choisir un roi, c'est une analyse critique de tous les glissements, débordements et dévoiements possibles de la royauté qui ont fait un ennemi du royalisme. Dans les textes anarchistes, des fois il cite ce passage de Shmuel. Shmuel, il est comme Korah au sens que la Eda, Kulam Kedoshim.
כל פעם שאני אברך אותך לברכה מתקיימת. Déjà, c'est pas logique que tu parles de toi, tu parles de toi. En plus, tu rajoutes une Il est comme Shmuel, qui est dans l'absolu, mais les Chachamim disent, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Shmuel, il est issu du tikkun des Bnei Korach. Les Bnei Korach ont fait Teshuvah, et Shmuel est issu du tikkun. Qu'est-ce qu'il faisait Shmuel? Pourquoi Hachem était avec Shmuel comme avec Moshe Aaron? Parce qu'il allait plus loin dans l'amour du peuple juif que Moshe Aaron, puisque Moshe Aaron restaient à leur place et les Bnei Israël venaient vers eux, alors que Shmuel, il traversait le pays avec son âne très humblement pour accueillir la question de chacun et accompagner la présence d'Hachem partout où ils étaient. Donc il avait gardé de Korah Kol Haeda Kulam Kedoshim, la sainteté d'Israël, mais il avait associé avec une humilité et un dévouement pour le peuple qui fait qu'il s'est passé chez Shmuel ce qui ne s'est pas passé, ce qui a raté chez Korah. Je voudrais retenir pour nous cette idée que la marloquette, la désunion, elle est quelque chose de catastrophique, que la marloquette de Shem Shamaïm, c'est une marloquette qui demande beaucoup d'adresse, beaucoup d'abnégation. La Torah parle, la Mishnah parle de Bet Shammai et Bet Hillel, mais même chez Bet Shammai et Bet Hillel, le Talmud Yerushalmi nous dit qu'il y a eu à un moment donné de crise où les Bet Shammai ont pris le pouvoir de force et ça a été, il y a eu de la violence et ça a été que Yom Chet Haegel. Que Yom Chet Haegel. Pourquoi que Yom Chet Haegel? Parce que c'est la marloquette qui devient violence. Et là, on revient au démon du peuple juif, à cette capacité d'être ensemble, de s'opposer ensemble, comme le Shem Shamaim, comme il a les Shamaim, Shavuot Tov.